Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 8h30, 9h, vous le savez, l'interview politique, les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Jonathan Arfi qui est président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Jonathan Arfi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le CRIF, vous regroupez, vous rassemblez toutes les associations juives de France, c'est cela, hein? Oui, c'est une fédération de 80 organisations de tout secteur d'activité, des organisations éducatives, sociales, culturelles aussi pour certaines, mémorielles. C'est tout le spectre de la vie juive française qui est réuni au sein du CRIF, créé il y a 80 ans dans la Résistance. Dans la Résistance. Hanouka, la fête traditionnelle juive, a commencé hier. Elle durera jusqu'au 15 décembre. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, parce que je suis pas un spécialiste. 8 jours, l'huile de la Ménorah a brûlé 8 jours au lieu d'une seule journée. La Ménorah, c'est le chandelier à 7 branches, plus vieux symbole du judaïsme. Vous fêtez le retour du temple de Jérusalem à la religion hébraïque. Et hier soir, à l'Élysée, que s'est-il passé? Emmanuel Macron a reçu le prix Lord Jakobowicz, remis à des gouvernants européens qui luttent contre l'antisémitisme. La première bougie d'Hanouka a été allumée à l'Élysée. Vous y étiez? Oui, j'ai assisté à un moment de cette rencontre. Il y a eu une polémique sur effectivement l'allumage de cette bougie. Vous y étiez donc hier à l'Élysée. J'y ai assisté. Et effectivement, c'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka, parce que l'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. Et la laïcité. Le CRIF est une structure laïque. Vous savez, depuis 1905. Oui. Les Français juifs ont toujours considéré la laïcité comme une loi de protection et une loi de liberté. Et tout ce qui affaiblit la laïcité affaiblit les Juifs de France. Donc là-dessus, évidemment, je pense que ça vous a choqué alors hier soir de voir le président de la République? J'ai été, pour être honnête, surpris. Parce que c'est pas le lieu où on s'attend à ce que cela se passe. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui, à mon avis, n'a pas vocation à se reproduire. C'est une erreur c'est une erreur. Ça s'inscrit, vous savez, dans une série de gestes politiques qui peuvent être questionnés. Vous savez, le président de la République avait assisté à la messe du pape. Donc vous vous questionnez, vous vous demandez pourquoi le président de la République a fait cela? Oui, oui, bien sûr. C'est une vraie question, parce que c'est pas traditionnellement le rôle de la puissance publique d'accueillir une cérémonie religieuse, même s'il faut le dire, Hanouka a aussi une portée culturelle au-delà de la portée purement culturelle. Toutes les cérémonies religieuses ont une portée culturelle. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, Jonathan Arfi. Mais vous vous interrogez, est-ce que Emmanuel Macron voulait effacer son absence à la marche contre l'antisémitisme du 12 novembre, selon vous? Je ne sais pas s'il voulait l'effacer, je ne crois pas que ce soit son intention, oui. Mais ce qui est important, c'est effectivement de reparler de cette question de la marche, parce que pour moi, il y a fondamentalement une erreur d'analyse sur le sujet. Je pense qu'il aurait dû être présent, je l'ai dit avant cette marche, j'ai eu l'occasion d'exprimer après. Précisément, c'était une marche d'unité nationale. Lui prétend qu'en ne venant pas, il contribuait à préserver l'unité nationale. Je pense que c'était l'inverse. En participant à cette marche, il aurait contribué à préserver l'unité nationale. Voilà. Donc, fête religieuse, pour nous résumer, on ne va pas passer toute la matinée là-dessus, mais tout de même, fête religieuse à l'Élysée, palais présidentiel, dans une république laïque, c'est une faute? L'invitation ne portait pas sur... pour être précis, non. Oui, pour être précis sur ce qui s'est passé. L'invitation ne portait pas sur cette fête religieuse. Et à l'occasion de ce prix, il y a eu cet allumage de bougies. Je pense que c'est une erreur et qu'elle n'aurait pas dû se produire. Bon, alors oui, parce que diriez-vous si Emmanuel Macron fêtait le Ramadan ou la Semaine Sainte à l'Élysée? Non, ouvrez le Ramadan. C'est une vraie question. Je m'interroge. Moi, je suis personnellement attaché à ce que la République reste fermement laïque. Oui. Parce que c'est une manière de préserver notre concorde républicaine. C'est un équilibre dans la société française qui nous protège tous.
j'en suis convaincu. Et cette séparation entre le politique et le religieux, elle me paraît être aujourd'hui une partie de l'ADN de la société française. Et c'est le rôle de chacun de le préserver. Sondage IFOP pour Sud Radio que nous évoquons ce matin. Demain donc, journée nationale de la laïcité. 78% des Français musulmans estiment que la laïcité est discriminatoire envers les musulmans. Vous le pensez ? Non, je pense pas. Je pense que la laïcité n'est pas liberticide. C'est une loi de protection pour tous, y compris les minorités. Et je le dis au nom des Juifs de France qui ont toujours considéré la laïcité comme un allié. La laïcité, elle nous a protégés, elle nous a accompagnés dans notre épanouissement dans la société française et on ne l'a jamais considérée comme un obstacle, au contraire. 75% des Français musulmans sont favorables au financement public des lieux de culte. Vous aussi ? Non, là encore, je dirige une structure, le CRIF, qui est une structure fermement attachée à la laïcité, je le répète. C'est une structure qui s'est prononcée favorablement sur l'interdiction des signes religieux à l'école en 2004, sur toutes les lois laïques de manière générale. Interdiction de tout couvre-chef à caractère religieux dans les établissements scolaires aussi. C'est la loi de 2004, on l'a soutenue à l'époque et je considère qu'elle a été importante dans la manière d'essayer d'apaiser autant que possible des tensions qui étaient naissantes avec l'entrée de l'islamisme aussi à l'école qui vient tester nos résistances. Donc c'était important à ce moment-là que la République réaffirme ses principes fondateurs. Jonathan Arfi, dans quel état d'esprit sont les Juifs de France actuellement ? Aujourd'hui, vous savez, on est dans une période difficile parce que le 7 octobre, il y a eu ces images terribles de massacres en Israël et il y a eu, dans la foulée, immédiatement, la montée des actes antisémites en France. Pour les Juifs de France, c'est une double peine d'une certaine manière parce que ça a donné un sentiment de vulnérabilité absolue, comme si on était rattrapé par les traumatismes de l'histoire, les persécutions historiques. C'est ça qui se passe pour les Juifs, avec un sentiment longtemps de solitude, l'idée de dire, au fond, qui dans la société française comprend ce qui se passe pour nous. Et puis il y a eu quelques éléments de mobilisation. La marche du 12 novembre a été large, elle a témoigné du fait que des Français exprimaient leur élan de fraternité. Il y a eu depuis aussi beaucoup d'expressions de solidarité qui font qu'on est effectivement toujours marqué par ce tragique, ce dramatique qui nous accompagne depuis le 7 octobre et en même temps sensible aux gestes de solidarité qui sont exprimés. Les actes antisémites sont moins nombreux, Jonathan Arfi ? Alors, pour remettre les choses en perspective, et c'est important de le dire, dans les années 90, il y avait quelques dizaines d'actes antisémites par an. Les années 2000 à 2022, quelques centaines. En 2023, pour la première fois, on va passer en milliers d'actes antisémites. Donc on a un changement d'échelle. Plus de 2000. Plus de 2000 actes antisémites cette année, en 2023, ont été référencés par le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire qu'il y a un changement d'échelle. C'est une déferlante que nous n'avons jamais connue. Est-ce que ça baisse ces derniers jours ? La question de savoir si ces derniers jours ça baisse, effectivement, n'est pas encore mesurée par le ministère de l'Intérieur. On verra, il y a moins d'actes qui sont médiatisés, mais on espère effectivement que ça va s'apaiser. Alors oui, vous dites en 2023 en France, et c'est une réalité, les Juifs sont dénoncés, menacés, discriminés, agressés. D'où vient l'antisémitisme ? Qui le répand selon vous ? L'antisémitisme aujourd'hui, il a plusieurs carburants. Il a comme carburant la haine d'Israël. Et donc, tous ceux qui sont engagés dans la haine d'Israël, qui s'identifient de manière dévoyée à la cause palestinienne, contribuent à nourrir cet antisémitisme, très clairement. Vous avez un antisémitisme nourri aussi par l'islamisme. Depuis une vingtaine d'années, on a vu monter le discours islamiste avec sa composante antisémite. Vous savez, il n'y a pas un islamiste qui ne soit pas aussi antisémite. Et c'est un élément structurant de la doctrine islamiste. Et puis troisièmement, on a les logiques complotistes qui peuvent être d'ailleurs portées par des gens d'extrême gauche comme d'extrême droite. On l'a vu au moment des épisodes parfois de Gilets jaunes, au moment des épisodes anti-vax. Donc le complotisme qui est nourri aussi par les réseaux sociaux porte aussi un discours et une logique antisémite. Donc voilà aujourd'hui ce à quoi on doit faire face. Je me sens abandonné. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, hein. Je me sens abandonné par la communauté juive. C'est ce que vous dit Jean-Luc Mélenchon. Abandonné, je le cite, abandonné par ceux que j'ai défendus toute ma vie. Jamais nous n'avons manqué à notre devoir, ni aux principes qui le fondent, dit-il dans un entretien à la revue Orient 21. Je le cite encore. La communauté juive que j'ai connue, avec qui j'ai milité lorsque j'étais élu de Massy, vivait dans le débat et assumait ses divergences. Ce n'est plus le cas. Vous l'avez abandonné, Jean-Luc Mélenchon ? Vous savez, moi je suis frappé, il n'y a pas une journée sans qu'on ait une sortie de Jean-Luc Mélenchon qu'on doive tous se retrouver à commenter. Donc déjà, ça c'est le premier point qui est insupportable. La deuxième chose qui est aussi à noter, c'est que
le niveau de narcissisme et de nombrilisme de Jean-Luc Mélenchon est quand même dépasse toutes les attentes, parce que aujourd'hui ceux qui sont abandonnés, ce sont ceux qui sont face aux actes antisémites ou face à toutes les haines d'ailleurs racistes, homophobes et autres, et que Jean-Luc Mélenchon se concentre sur son ressenti pour se demander si oui ou non son complexe d'abandon se justifie, mériterait d'être traité sur un divan. Alors, vous avez déclaré un temps, Jean-Luc Mélenchon est prêt à sacrifier la République sur l'autel du communautarisme. C'est ce que vous aviez dit. Oui. Vous rediriez la même chose? Bien sûr, évidemment, il a choisi le communautarisme comme projet de société et le clientélisme comme stratégie politique. Donc ça conduit par cohérence aux excès et aux outrances qu'il a eu, le soutien explicite au Hamas et à ses actes et aux attaques du 7 octobre, puisque il y a encore quelques jours, il déclarait gloire à la résistance palestinienne. Donc on a Jean-Luc Mélenchon qui est cohérent avec cette stratégie, parce qu'il est persuadé que c'est ça qui lui permettra un jour d'accéder au pouvoir. Alors il ajoute, il y avait les culturels à l'époque et les cultuels. La gauche, c'était les culturels. La communauté juive a tort de se sentir abandonnée. Personne n'a porté plainte contre moi pour antisémitisme, dit-il encore. Pourtant, c'est un délit en France. C'est donc que nos accusateurs n'y croient pas eux-mêmes. C'est ce qu'il vous dit. Il vous interpelle. Si Jean-Luc Mélenchon pouvait laisser la communauté juive tranquille, ça nous ferait du bien, parce que ses commentaires sur ou ses propos sur la manière dont la communauté juive serait organisée, découpée, ce qu'elle penserait, sont insupportables. Jean-Luc Mélenchon développe sciemment, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, une rhétorique antisémite. Cette rhétorique, elle vise à faire des juifs, au fond, à les stigmatiser, à les ostraciser en permanence. Et il assume ses propos de manière continue. Regardez les personnes qu'il a ciblées dans le temps, regardez ses propos aujourd'hui sur le Hamas, et vous avez une manière pour Jean-Luc Mélenchon, peu à peu, de distiller un poison qui me paraît vraiment nauséabond. Bien, il dit aussi que dans une bonne part, j'arrête avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai eu d'autres sujets, dans une bonne part de la classe médiatique française s'installe un clivage anti-arabe, anti-musulman. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des médias anti-musulmans ou des médias anti-juifs en France ? Non, je ne dirais pas qu'il y a des médias qui soient anti-musulmans, anti-juifs. Alors, il y a eu des médias, des magazines, des journaux comme Rivarol, qui sont très là pour le coup racistes et antisémites. Ça, c'est de notoriété publique. Extrême droite. Mais si vous me parlez de médias généralistes, il n'y a pas de médias qui soient anti-musulmans ou antisémites. Mais ce qu'on voit monter, en revanche, c'est dans la société française de manière générale des raccourcis, des préjugés qui se développent. C'est une bataille culturelle. Moi, je crois à la République. Je pense que face à ce que nous vivons tous, face aux peurs, aux crispations, aux inquiétudes, il faut plus de République. La République, elle n'est pas le problème, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, elle est la solution face à nos problèmes. Donc, on a besoin d'un cadre républicain strict, et ce cadre républicain, il permet à tous de vivre ensemble, il permet de dénoncer les propos racistes, antisémites quand ils surviennent, que ce soit dans la société, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, mais il respecte aussi une manière de vivre tous ensemble, une concorde républicaine. Est-ce que vous renvoyez dos à dos LFI et RN, par exemple, extrême gauche et extrême droite ? Les deux sont à combattre, mais ils ont des ADN et évidemment des histoires différentes. Mais très souvent, dans l'histoire, vous verrez que les extrêmes peuvent être amenés à se rejoindre. Alors après, sur chaque séquence, les choses sont différentes. Évidemment, leurs positions aujourd'hui, par exemple, sur la question du Hamas, sont différentes. Leurs positions sur tout un tas de sujets peuvent être différentes. Donc on n'est pas aveugle à ce qui les différencie. Mais ce que je constate, c'est que Jean-Luc Mélenchon joue le jeu de la provocation en permanence. Son objectif est quelque part, sciemment ou non, de faire monter le Rassemblement national parce qu'il pense qu'il profitera du chaos. Voilà aujourd'hui l'alliance objective qui se joue entre les deux. Vous êtes président du CRIF. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen a tort de ne pas dire clairement que son père était antisémite ? Oui, elle a tort de ne pas le dire clairement. Jordan Bardella lui-même a refusé de qualifier Jean-Marie Le Pen d'antisémite. Vous savez, si on veut être crédible dans le combat contre l'antisémitisme, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, il faut être capable de dénoncer d'abord l'antisémitisme qui vient de sa propre histoire et de son propre camp. Ce travail-là, c'est la première marque d'un combat sincère contre l'antisémitisme. Donc c'est aujourd'hui pas le cas. Peut-être que ça viendra à l'avenir, on verra bien. Jonathan Arfi, la situation à Gaza, je pense aux otages qui restent prisonniers de cette guerre entre Israël et le Hamas. Est-ce qu'ils sont sacrifiés, ces otages, aujourd'hui, par pragmatisme ?
J'ai eu l'impression, en écoutant les déclarations du Premier ministre israélien. Vous les avez entendues Ce que vous soulevez, c'est un débat qui est un débat interne à la société israélienne, que je lis comme vous de loin, avec une attention particulière, mais en Israël, c'est une démocratie. L'opinion publique, elle porte ces sujets, elle porte deux objectifs en même temps, qui sont ceux de la libération des otages d'un côté et de l'éradication du Hamas de l'autre. Et la pression militaire, elle vise à forcer le Hamas à accepter le retour à la table des négociations pour libérer les otages. Parce que sans pression militaire, le Hamas aujourd'hui considérerait qu'il a la main... Le Hamas de retour autour de la table de négociation. Pour libérer les otages. Ah oui. Ah oui, non. Pour libérer les otages. Ah bon, je croyais pour une future négociation. Il n'y a pas d'autre issue que l'éradication du Hamas. Il faut être clair. Oui, de la même manière qu'il n'y avait pas d'autre issue que la fin de l'État islamique ou que la fin... Comment éradiquer militairement, c'est possible, mais comment éradiquer une idée, enfin un concept, c'est pas moi, une idée que les Palestiniens, que beaucoup de Palestiniens épousent. C'est une vraie question. Oui. Vous savez, pour... l'éradication, c'est militairement. Mais pour combattre une idéologie, il faut d'abord empêcher toutes ces expressions politiques et donc effectivement faire que le pouvoir au sein de la bande de Gaza ne soit pas entre les mains du Hamas, mais demain entre les mains de dirigeants modérés, avec lesquels il puisse y avoir un dialogue sur des bases de discussion respectables, première chose. Et deuxièmement, qu'il y ait un investissement massif sur les questions d'éducation. Vous savez, le Hamas, c'est un proto-État. Ça a tous les moyens d'un État. Ça n'est pas qu'une organisation terroriste. C'est un proto-État terroriste. Et on l'a laissé prospérer 16 ans. C'est comme si on avait laissé 16 ans l'État islamique prospérer, alors qu'au bout de 3 ans, on a vu les dégâts qu'il avait déjà commis. Ça a arrangé un temps la politique israélienne, hein, la prospérité du Hamas. Rappelons-le quand même. Vous savez, les enjeux... C'est une réalité. Pas là pour défendre tel ou tel point de la stratégie diplomatique israélienne, mais la diplomatie au Proche-Orient, elle a effectivement amené à un certain nombre d'endroits des régimes autoritaires à être, par le jeu de pouvoir et de relations entre les uns et les autres, à arriver à résister longtemps. Bon, il faut qu'aujourd'hui, il soit évidemment éradiqué et que le Hamas ne puisse pas prétendre à gouverner la bande de Gaza demain. Les violences en Cisjordanie doivent cesser, c'est ce que déclare Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. La France envisage de prendre des sanctions à l'encontre des colons israéliens responsables de violences contre les Palestiniens de Cisjordanie. Réunion à Bruxelles à ce sujet d'ailleurs lundi. Est-ce que vous condamnez les violences des colons israéliens en Cisjordanie? Est-ce que vous pensez qu'on ne condamne pas des violences? Non, je vous pose la question. Non, je condamne évidemment toutes les violences qui sont commises et toutes les violations de droits qui sont commises. En revanche, je fais confiance à la démocratie israélienne pour les juger. Et c'est ce qu'elle fait. Elle juge toutes les violations qui sont commises. Alors on peut débattre, est-ce que pour aller juger plus sévèrement... pas suffisamment, parce que les États-Unis prennent aussi des mesures contre ces colons. Alors, on peut discuter des termes, on peut dire... Néanmoins, ce qui est important, c'est que... on s'adresse à Israël comme à une démocratie. On peut, de la même manière qu'on a reproché aux États-Unis beaucoup de choses et qu'on ne se reconnaît pas nécessairement dans la manière dont les États-Unis gèrent leur démocratie, eh bien, c'est la même chose avec Israël. Il peut y avoir des débats. Mais on doit avoir un débat de démocratie à démocratie. Et dans ce cadre-là, toutes les discussions sont évidemment possibles. Mais sans double standard, sans traiter différemment Israël de la manière dont on aurait traité un autre pays démocratique. Est-ce que vous refusez, comme Benjamin Netanyahou, une solution à 2 États ? Alors, c'est une discussion qui appartient vraiment aux Israéliens et aux Palestiniens. Oui, non, mais d'accord, mais vous avez un avis sur la question, quand même. J'insiste sur ce point. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'il y a souvent dans la société française l'assignation des Juifs à la question d'Israël. Une partie des Juifs, ils ont pas forcément d'avis prononcé sur cette question et ils n'ont pas à en avoir nécessairement plus que les autres Français. Ils peuvent avoir un intérêt pour ce qui se passe en Israël, évidemment. Et c'est le cas parce qu'il y a des liens familiaux, amicaux, spirituels avec Israël. Néanmoins, la résolution du conflit israélo-palestinien, elle appartient aux Israéliens et aux Palestiniens. Non, mais d'accord. Je vais répondre à votre question. Ah bon, j'espère. Ne vous défaussez pas. Non. Le CRIF a toujours soutenu tous les processus de paix qui se sont engagés entre les Israéliens et les Palestiniens, à chaque fois qu'il y en a eu. Et je souhaite qu'il y en ait le plus rapidement possible, parce que c'est évidemment une nécessité. Donc nous serons toujours dans le camp de la paix. Donc une solution à 2 États.
Si c'est ce qui arrive entre Israéliens et Palestiniens, oui, bien sûr. Mais là encore, je doute que ce soit l'horizon à très court terme. Souhaitons que cet horizon arrive rapidement. Oui, j'ai une question un peu plus dure. Est-ce qu'Israël se défend en colonisant Jérusalem-Est ? Alors, votre question sur oui, j'en attendais pas moins de vous en venant ici. Oui, d'abord, ici on a des questions directes. Je ne prends pas parti, que les choses soient très claires. Je sais bien. Non, mais je m'adresse à tous les auditeurs. Non, je parlais de votre tonalité, pas du fond. Bon. Non, bien sûr. Moi, je suis neutre, mais je regarde la réalité des faits. Ouais. Bien sûr. Écoutez, sur la question de Jérusalem, oui. Jérusalem a une histoire très longue. C'est une ville qui a 3000 ans, vous le savez, qui est une ville centrale dans l'histoire des Juifs et du judaïsme. Et des chrétiens et des musulmans. La distinction entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, elle date de 1948 et elle a vécu que jusqu'à 1967. Après, là encore... ce qui compte, c'est que les partis trouvent une manière de fonctionner. Mais il est quand même important de rappeler que le lieu le plus saint du judaïsme, le mur des lamentations, se situe dans ce qu'était Jérusalem-Est, et qu'il n'y a pas de raison que des Juifs ne puissent pas vivre dans l'Est de Jérusalem, comme des Palestiniens vivent d'ailleurs aussi à l'Ouest. Vous avez lu l'histoire de Jérusalem ? C'est formidable, hein, je vous le recommande, aux éditions des Arènes, de l'historien Vincent Lemire. C'est formidable. Hein. C'est une BD absolument formidable, sur toute l'histoire de Jérusalem. On comprend tout d'ailleurs. En lisant l'histoire de Jérusalem, on comprend tout de l'histoire d'aujourd'hui. J'ai une dernière question. L'appel à fixer une date pour l'hommage aux victimes françaises du massacre du 7 octobre, on en est où ? Moi, j'avais entendu le président de la République nous dire qu'il allait lancer un grand appel à cet hommage, à organiser un hommage. Oui, le président de la République indique... Que lui dites-vous ce matin ? Le président de la République indique qu'il attend que le bilan soit consolidé et que donc la question des otages soit réglée parce que les familles le lui ont demandé. Je pense qu'il faut annoncer très vite une date. Il faut qu'il y ait une date qui soit fixée, même si elle est un peu lointaine, mais qu'il y ait une date fixée, parce que la France en a besoin pour faire son deuil. On oublie que 40 victimes françaises dans ces attentats du 7 octobre, c'est le bilan le plus lourd depuis les attentats de Nice. Donc l'attentat de Nice. Donc on les a oubliés. J'ai l'impression qu'on les a oubliés. Mon objectif, c'est que ces Français-là soient réinscrits dans la mémoire de notre pays. Et pour ça, il faut une cérémonie nationale. Donc vous demandez au président de la République de fixer une date ? Bien sûr, on demande qu'une date soit fixée parce qu'il y a besoin de ce cap-là pour que le travail de deuil soit fait. Merci Yonatan Arfi d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Il est 8h56. Vous réagissez à ce que vous venez d'entendre. Ce n'est pas compliqué. 0826 300 300, à tout de suite.